Moi, j'aide les salariés à se lancer en freelance en tant que media buyer. Donc, media buyer, c'est sur de la publicité en ligne. Alors, en gros, déjà, dès le début, mon objectif, c'était de gagner plus tout en travaillant moins. Moi, il y a une autre base que j'ai aussi ajoutée, c'est de ne pas vendre au TJM, mais de vendre une solution, un package, en fait, une offre. J'ai un bootcamp sur 4 mois où je les accompagne à apprendre le métier déjà dans un premier temps. Je leur apprends aussi et surtout à trouver des clients, savoir se vendre, gérer des appels de vente et puis gérer un client. Si j'ai un conseil par rapport à ça, c'est de se faire accompagner. Comment on construit une formation, comment on devient coach. J'aimerais bien la faire donc 50 000 d'ici la fin de l'année, 50 000 par mois. La communauté pour moi c'est la force de Shape Room sur du long terme. Et c'est trop bien parce que là, tu vois, on est une petite vingtaine, mais il y a déjà 4-5 personnes qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de devenir des ambassadeurs. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Aujourd'hui, si vous nous regardez en vidéo, on est dans un setup trop stylé sur fond noir avec mon invité du jour que je vais vous présenter, qui a un parcours incroyable et c'est l'occasion pour moi de vous présenter aussi mon nouveau format analyse de solopreneur. On rentre vraiment dans le détail de ce qui vous aide à passer de freelance à solopreneur et pour ça, je vais chercher sur les internets des exemples de solopreneurs à succès. Et aujourd'hui, le solopreneur que je vais interviewer, il est passé de freelance qui vend son temps à solopreneur qui génère plus de 70 000 € sur son programme en ligne et en moins d'1 an. Donc ça, c'est incroyable, sa transformation. J'ai eu la chance de le connaître parce qu'il a participé à mon bootcamp solopreneur. Et puis, je suis très jalouse aussi de son mode de vie parce que c'est un digital nomade qui parcourt le monde entier, qui fait du surf, du coup, grâce à ce mode de vie, bien mieux que moi. Bienvenue, Nicolas Dorfman. Sois le bienvenu au Board. Salut. Salut, ça va ? Bah ouais, ça va. Merci de venir me voir à Nantes, d'ailleurs. De traverser le monde entier pour venir me voir ici. Ouais, tu te rends compte, j'ai fait Bali-Nantes. Il y a un vol direct ou pas ? Ça m'intéresse pour aller surfer. Vol direct, Alors, je suis hyper contente de te recevoir et tu l'avais reçu parce que je l'envoie à mes alumni de bootcamp. Mais donc, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « De freelance à solopreneur » dans lequel je raconte ma méthode des 4 piliers de la scalabilité. Tu t'en souviens un peu, Nico ? Ouais, l'interro. Quiz. L'interro dès le début. Oh là là. Non, c'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous raconter que voilà, on va analyser le business de Nico selon ces 4 piliers, son offre, ensuite son média, comment il fait pour acquérir des clients sur ce programme en ligne, le produit qu'il a créé, comment il l'a créé, tout ça, et la communauté, le système qu'il a trouvé comme organisation pour pouvoir quand même kiffer sa vie. Et à la fin de cet épisode, on va regarder aussi tes difficultés, qu'est-ce qui a fait ta transformation aussi, par où tu as dû passer, y compris les galères et tout, pour en arriver à ce résultat qui est incroyable. Donc, let's go. Est-ce que tu peux me raconter peut-être un peu ton business aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu gagnes ta vie ? C'est quoi ton chiffre d'affaires ? On ait un petit peu un overview de ce que tu fais. Écoute, ouais, t'as raison, il faut qu'on résume un petit peu au début. Moi, j'aide les salariés à se lancer en freelance en tant que media buyer. Donc, media buyer, c'est sur de la publicité en ligne. Donc, j'ai un bootcamp sur 4 mois où je les accompagne à apprendre le métier déjà dans un premier temps, apprendre toutes les ficelles du marketing digital et du job de media buyer. Je leur apprends aussi et surtout à trouver des clients, savoir se vendre, gérer des appels de vente et puis gérer un client. Donc ça, c'est, disons, mon produit phare. Donc c'est là où je génère la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires. Et ensuite, dès que le nouveau freelance, qui vient de devenir freelance media buyer, dès qu'il a trouvé son premier client, il se retrouve dans ma communauté, dans le collectif que j'ai créé qui s'appelle les Shapers. Voilà. Et donc là, derrière, il y a des coachs qui sont disponibles, il y a des formations là qui sont en train d'être faites en ce moment, on organise des co-living, des rencontres, etc., etc. Alors du coup, j'avais fait mon intro avec le post LinkedIn qu'on va afficher à l'écran là, que tu avais posté avec ton bilan. Ça t'a pris 9 mois pour faire 70 000 € sur ce programme en ligne, ce qui est quand même un résultat exceptionnel parce que souvent, c'est un peu long la transition de freelance à solopreneur. Tu vas nous décortiquer un peu comment tu as fait tout ça. Première question déjà, pourquoi tu as choisi ce domaine-là, la media buyer, ce domaine de freelance dans la pub ? Donc c'était quoi, ton expertise de départ ? C'est ça que tu faisais en freelance au début ? Ouais, c'est ça. C'était mon expertise de départ. Et en fait, quand j'ai lancé Shape Room, pour moi, c'était une évidence de faire du media buying parce que en fait, c'est mon domaine d'expertise. C'est un domaine que j'aime beaucoup à la base. Je l'ai appris en agence à Paris avec 2 anciens de Google. En fait, il y a 2 anciens de Google qui ont fondé une agence. J'ai été pendant 1 an et demi là-bas. Ensuite, j'ai fait du freelancing. Et puis, quand je suis arrivé c'était en 2023, je travaillais 4 jours par semaine, je gagnais 10 000 € par mois, je surfais, etc. J'étais arrivé à un objectif de vie que je m'étais fixé. Et je me suis dit, voilà, ça y est. Et je manquais un peu de sens, en fait, et d'impact. Et au même moment, j'ai des potes qui me demandaient aussi à ce que je puisse les aider, à ce qu'ils puissent se lancer, donc un peu les former, si tu veux. En plus de ça, au même moment, je donnais des formations en B2B. Je formais des gens en interne dans les entreprises sur du media buying. Et j'adorais ça.
Et je me suis dit également, j'ai pas fait de grandes études, enfin j'ai fait 5 ans d'études, mais dans une école du web, tu vois, j'ai pas fait des HEC, des trucs comme ça. J'ai jamais été en CDI. Et donc je me suis dit, bah en fait n'importe qui peut faire ça, donc pourquoi pas aider des gens à se lancer en freelance. Et je me suis dit, bah on va tester de lancer un truc qui est devenu donc Shape Room. Ok, donc très intéressant. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ton expertise à la base, ton offre là de media buying, c'est que c'est une façon de faire du freelancing asynchrone. Ouais. J'en parle aussi souvent parce que toi, t'as jamais vraiment vendu ton temps en fait, si? Bah un petit peu quand même, ouais. En fait, c'est vrai qu'en media buying, tu vends pas trop ton temps parce que en gros, comment ça se passe? Il y a un client qui, par exemple, je sais pas, qui vend des chaussures, on va dire. Il a envie de faire plus de ventes et de garder une bonne marge, une bonne rentabilité. Bah il y a plein de manières de le faire. Tu peux faire des posts sur les réseaux, de la pub je ne sais où, et donc de la pub sur les réseaux sociaux et sur Google aussi. Et donc par ce biais-là, en fait, le media buyer, ce qu'il va faire, c'est une stratégie publicitaire. Ensuite, il va créer les campagnes sur les plateformes mises à disposition et ensuite gérer les campagnes. C'est une manière de vendre son temps parce que tu passes du temps à gérer les campagnes. Mais c'est pas un truc qui va être chronométré en fait. Ouais, puis tu vends du résultat. Lui, tu lui vends quoi? Un livrable en fait. Lancer sa campagne de pub et après les monitorer. Est-ce que du coup, grâce à ton expérience, tu as réussi c'est-à-dire à contraindre le temps, à aller beaucoup plus vite et à vendre le même prix? C'était le genre de métier où c'était faisable de faire ça quand t'es média buyer? Ouais. En gros, déjà, dès le début, mon objectif, c'était de gagner plus tout en travaillant moins. Ouais, ok. Donc, mais non, mais c'est la première étape de la scalabilité. Ouais, exactement. Ça, si tu gardes le prix facial et tu vas beaucoup plus vite parce que t'as lancé combien de campagnes, toi? Des centaines, des milliers. Ah oui, je compte même pas, hein. Franchement, ouais, je sais pas combien, mais beaucoup, ouais, c'est clair. Bah, ça fait 5 ans que je fais ça, donc, Puis j'ai travaillé avec des grosses boîtes comme Nivea, Vestiaire Collectif et tout, où là, t'as plein de campagnes. J'ai travaillé pour des indépendants, pour les startups, donc il y a eu tout type de missions, quoi. Et après, t'as aussi un freelancing très orienté résultat. Donc, ce que je trouve qui est bien, c'est que vous vendez des ventes en plus. Donc, c'est un peu imparable, quoi. Personne va dire, ça sert à rien la pub parce que vous avez derrière direct les résultats. Ça t'a aidé, ça aussi, j'imagine, à vendre des grosses missions en B2B. D'ailleurs, tu te rappelais quand t'étais freelance, tu gagnais combien? T'as dit 10K par mois à peu près, c'est ça? 4 jours par semaine. Et c'était combien ton TJM? Bah, en fait, justement, je facturais pas au TJM. Tu vois, pour moi, tu disais, c'est un peu la base de la scalabilité, de travailler moins pour gagner plus. Bah, moi, il y a une autre base que j'ai aussi ajoutée, c'est de ne pas vendre au TJM, mais de vendre une solution, un package, en fait, une offre. Comme une agence, en fait. T'avais déjà une offre, en fait. T'as créé ça. Tu l'as créé quand? Dès le début, quand tu t'es lancé? Non, pas au tout début, mais je pense après 6-8 mois, un truc comme ça. Ok. Et c'était quoi ton offre, tu te rappelles? Alors, mon offre, elle était plutôt simple au début, elle était assez basique. Ok. En fait, je vendais déjà la création des campagnes. Et ensuite, je vendais en fait un package avec de la gestion, de l'optimisation, des retours sur les créas, parce que notamment sur Meta, donc Instagram, Facebook, faut avoir des bons visuels, des bonnes vidéos et tout. Donc, je vendais ça. Je faisais aussi des des briefs créa, en fait, pour aider le client à faire des bonnes créas de son côté. Donc, il y avait tout un package pour maximiser les résultats, en fait. Donc, déjà, les chances de résultats, maximiser nos chances d'arriver à ses objectifs à lui, que le client en fasse le moins possible et qu'on puisse minimiser le temps pour arriver à cet objectif. Et c'était un abonnement, c'est ça, qui payait après sa presta? Ouais, c'est ça. C'est un forfait. Donc, c'est ça qui est bien en media buying, c'est qu'en fait, tu signes un client, tu le fais payer 1 000 € par mois, et ben, en fait, t'as 1 000 € qui tombent tous les mois pendant je ne sais combien de temps. Après, t'as 10 clients, tu fais tes 10K par mois. Voilà. Tranquille. Sauf si tu factures plus. Bon, trop cool. Donc, on a vu que tu étais déjà successful en freelance. Je me rappelle au début, quand tu avais rejoint mon bootcamp, tu m'avais dit, j'ai une agence aussi. Oui. Donc, je crois qu'au début, tu as essayé de scaler en créant une agence avant de créer ton produit. Tu veux m'en parler de cette partie-là? Parce que tu l'as toujours, ton agence. Tu as des associés, non? Je sais plus. Raconte-moi un peu cette partie, parce que tu essayes de scaler par tous les côtés. Non, en fait, l'agence, au début, c'était une solution pour gagner du temps. Parce qu'en fait, quand j'ai eu l'idée de faire Shape Room, bah, j'étais full, quoi. J'avais, je sais pas, 8 à 10 clients, un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai plusieurs solutions. C'est soit j'enlève des clients. Bah, la meilleure solution, je trouve, à mon sens. Soit je délègue, mais j'étais en micro-entreprise, donc ça veut dire que je paye l'URSSAF sur ce que je gagne, alors que je paye quelqu'un. Enfin bref, c'était un peu débile. Soit je crée une agence, parce que je vois le truc plus loin, je veux créer un truc plus gros et tout. Donc l'agence, ça a été d'abord pour justement me faire gagner du temps pour travailler sur Shape Room. Après, effectivement, j'ai envie de faire scaler l'agence et tout, mais ça n'a pas été l'envie numéro 1, si tu veux. C'était un moyen, quoi, plutôt qu'une fin. Mais on va voir que c'est important aussi dans ton produit, parce que tu l'as intégré dans un des bouts de ton produit. Je veux pas spoiler ton histoire d'agence, de collectif. Mais ok, d'accord. Donc, très bien. Pour finir sur cette partie offre, est-ce que tu aurais un conseil à donner, du coup, pour les freelances qui sont pas encore au stade de solopreneur sur, tu vois, ce qui revient souvent, c'est quelle niche choisir? Parce que par exemple, toi, t'as quand même senti ce coup une bonne niche, quoi, une bonne niche fertile, avec à la fois des gros acheteurs, des gros besoins, toujours besoin de trouver des clients sur le digital, un truc qui se fait bien en asynchrone. Est-ce que t'as un conseil, je sais pas, sur comment on peut trouver sa niche ou comment pivoter?
Pour trouver sa niche, franchement, moi je trouve que ça vient assez naturellement, mais en fait, il y a pas mal de gens qui peuvent dire il faut faire attention un peu au porte-monnaie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire bon bah par exemple les salariés c'est pas forcément des bonnes cibles parce qu'ils sont pas prêts à payer beaucoup, ce qui peut être plus ou moins le cas si tu cibles des freelances, des solopreneurs et tout qui ont plus de budget, mais en réalité, ce qui fait la force d'une niche, déjà je trouve qu'il y a une certaine forme d'appétence à avoir envers notre future cible, notre futur client. Parce qu'il y aura du relationnel, en fait. Donc, moi, j'aime bien avoir ce côté appétence, ce côté un peu, disons, amical avec la personne, où on se sent proche, en fait, parce on est passé par ces étapes-là. Moi, quand j'ai lancé Shape Room, en fait, je suis passé exactement par les mêmes étapes que mes clients. Donc, il y a cet aspect-là. Et après, je dirais, il y a tout l'aspect douleur et problématique, en fait. Dès que la cible vraiment ressent un besoin plus personnel et intérieur, parce que souvent, on a tendance à extérioriser un peu les problématiques de nos cibles. Par exemple, moi, ça pourrait être, il a du mal à se lancer en freelance, c'est une problématique. Mais en fait, c'est plus profond que ça, quoi. Et je trouve qu'il faut prendre ça en considération vraiment intensément, travailler la cible le plus possible, parce que tout vient de là, en fait. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est vrai que souvent en B2B, on est là, ouais, bah, c'est important pour l'entreprise, ou voilà, les objectifs du directeur de marketing, c'est de faire ça. Et on oublie, tu vois, les motivations intrinsèques de la personne. Et moi qui suis une ancienne sales B2B, par exemple, le CMO, est-ce qu'il joue sa vie sur ses objectifs cette année ou non, tu vois? Et c'est vrai que ça peut renforcer aussi. Le freelance, il peut peut-être closer un deal en étant plus personnel sur la transformation qu'il va faire auprès de la personne que juste en disant, bah oui, pour LVMH, c'est bien d'augmenter j'en sais rien moi, leur nombre de clients sur telle verticale de X%. Ok, trop bien. Dernière question quand même sur ta partie expertise aussi. Toi, c'est une expertise vraiment asynchrone que tu peux faire en voyageant partout dans le monde. Si tu voulais faire ça dès le départ ou ça s'est présenté à toi un peu par hasard, ce côté digital nomade? Ah oui, le fait de me lancer en tant que nomade. Bah, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de voyager. Ça remonte à 2019, où j'étais en stage. Je pars faire un stage de 6 mois à Montréal. Et là, ça a été un peu le point de départ, une révélation, parce que déjà, je suivais des gens qui voyageaient pas mal sur Instagram et tout. J'ai eu la chance aussi de voyager pas mal avec ma mère et puis mes parents. Et en fait, quand j'ai vécu 6 mois à Montréal, je me suis dit, mais en fait, je peux pas faire ma vie à Paris. Moi, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Et je me suis dit, non, mais faut que j'aille voir d'autres choses, en fait, tu vois. Enfin, et donc, fallait que je finisse mes études. Donc, j'ai quand même dû rentrer à Paris, finir mes études. Et en fait, dès que je suis rentré, donc, il y a eu le Covid juste après, parce que je suis rentré en décembre 2019. Ensuite, il y a eu le Covid en mars 2020. Et entre-temps, bon, bah, je pensais un petit peu à mon avenir et tout, et je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui me permette d'être indépendant et de voyager. Et il y a eu le Covid, j'ai testé le fameux dropshipping. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Enfin, j'ai fait des ventes et tout, mais c'était pas rentable du tout. Et après, en fait, au même moment, je faisais un stage donc dans l'agence dans laquelle j'étais formé à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte que ce métier-là, déjà, j'aime bien. C'est hyper florissant parce que tout le monde a besoin de faire de la publicité en ligne et il y a des millions et des millions d'entreprises qui ont besoin de faire de la publicité et d'avoir un bon média buyer. Et en plus ça, effectivement, c'est asynchrone, donc en fait, tu peux le faire n'importe où dans le monde. Et je l'ai découvert pendant le deuxième confinement. Trop bien. Parce que le deuxième confinement, c'est novembre 2020, si je dis pas de bêtises. J'étais en Espagne avec des potes dans une maison. Et au bout d'une semaine, je me dis, mais attends, je suis en train de bosser, sauf que je suis dans une maison de ouf à Benissas, à côté d'Alicante. Personne me surveille vraiment, je peux faire ça à mon compte, à l'étranger. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, go pour le freelancing, c'est ça. Freelance d'abord, et puis après, j'avais quand même mon appartement à Paris jusqu'en octobre 2023, exactement. Et c'est juste que j'en avais marre de Paris, quoi. Je voulais partir, j'avais toujours cette idée en tête de partir. Et j'ai connu le concept du co-living, le fameux co-living, où c'est une sorte de colloque éphémère entre digital nomade, freelance et tout. Et dès que j'ai découvert ça, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai pas besoin, parce que je voulais m'expatrier à la base. Je voulais faire 6 mois ou plus dans un endroit, le visa, le truc. En fait, je me suis dit, non, mais j'ai juste besoin d'avoir un sac ou une valise, tu vois, entre 10 et 20 kilos, mon ordinateur, une connexion, et basta, quoi. Let's go. Bon, bah, c'est trop cool. Merci pour ce petit zoom sur comment trouver sa niche, parce que là, on voit que tu l'as trouvé de tous les côtés de la pièce, tu vois. Un client qui paye bien, un besoin fort, un marché en forte croissance, et surtout compatible avec ta vie digital nomade. Et c'est surtout ton idée en freelance qui t'a permis de trouver ton idée de produit. Et d'ailleurs, on va un peu spoiler, on va aller tout de suite sur le produit que tu as développé pour voir comment tu as réussi à le développer pour passer du freelance à solopreneur. C'est parti. Bon, alors maintenant, on veut tout savoir, quoi. Passer de la vente du temps à créer son premier produit scalable, ça a l'air d'être un peu une cathédrale à construire le produit scalable. T'as commencé par quoi? Comment tu t'es organisé? Raconte-nous, en fait, le tout début de la naissance de Shape Room. C'est une bonne question parce que c'est un peu freestyle, quoi. Pour le coup, si j'ai un conseil par rapport à ça, c'est de se faire accompagner, parce que moi, j'étais pas accompagné à ce moment-là, enfin, d'un point de vue
disons, mise en place, en fait, de comment on construit une formation, comment on devient coach, comment on se met en avant sur les réseaux et tout. Enfin, j'ai tout fait moi-même, quoi. Donc, freestyle. Comment ça s'est passé au début? Le tout premier truc que j'ai fait, c'était de commencer à poster sur LinkedIn. Je me suis dit, j'ai aucune présence, nulle part. Ni LinkedIn, Instagram, YouTube, j'avais rien du tout. Donc, j'ai commencé à poster sur mon domaine d'expertise. Et en parallèle, ma mission, c'était de trouver quelqu'un avec qui je pouvais déléguer une partie de mes clients. Ou alors créer l'agence. Au début, c'était délégué, après, c'était créer l'agence. D'accord. Ça a pris quand même du temps. Parce qu'au début, j'ai délégué, j'étais en freelance, ça s'est bien passé pendant 2 mois, et le 3e mois, ça a commencé à partir en couille. Donc voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, on va faire un truc sérieux, on va voir plus loin, on va créer une agence. Donc du coup, il faut trouver quelqu'un. Je voulais m'associer avec quelqu'un. Donc c'est encore plus dur. Et en fait, il y avait personne autour de moi qui était chaud ou voilà, qui était partant pour ce projet. Donc tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, en parallèle, je gardais mes clients. Donc du coup, je faisais facile 3-4 jours par semaine avec mes clients. Et le reste du temps, c'était, chez Proum, qu'est-ce que ça va être? Je postais sur LinkedIn, etc. Et en parallèle, j'avais quand même du temps pour déjà faire des interviews, en fait. Donc j'avais fait une liste, je crois, de 10 potentiels clients. Et je leur ai posé des dizaines de questions pour avoir justement leurs problématiques, leurs objectifs, leurs besoins, etc. et plein de choses. Ce qui m'a permis d'en savoir quand même beaucoup sur ma cible et de savoir lui parler, même si moi j'étais déjà passé par ces étapes-là. Pour moi, c'est la toute première étape à faire pour créer un vrai produit. Et puis même en freelance, faut le faire, je trouve. Comme ça, on sait parler à son client. Ton marché, Après, tu te rappelles le business model que tu as choisi? Parce que finalement, quand on fait un programme en ligne, on peut faire de la vente de formation. Là, tu voulais former les salariés, ça aurait pu être ce genre-là. Toi, t'as choisi quoi? Bootcamp au départ, non? C'est ça? J'essaie de me rappeler à quoi ça ressemblait. Ou coaching individuel? Je sais plus. Ouais, au tout début, comme je te dis, c'était freestyle. En fait, la vie m'a mis quelqu'un sur mon chemin où, en gros, j'avais une pote à ce moment-là qui faisait des petits shorts sur Instagram. Je squatte les bureaux de XXX. Et donc, du coup, j'étais passé dans une de ses vidéos et quelqu'un est tombé sur cette vidéo, m'a contacté en me disant, hello, je suis en agence, j'ai envie de me lancer en freelance. D'accord. T'es passé sur le compte de Intel et j'aimerais bien qu'on discute ensemble. Et je dis, écoute, ça tombe bien. C'était genre mois d'octobre, je pense, 2023. Je lui dis, écoute, ça tombe bien. Je commence à plancher sur une formation, un programme et tout. Et du coup, je lui fais une fiche Notion un peu appropriée en disant, écoute, voilà le programme. Juste, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas de vidéo. C'est la première fois que je coach. Tu vas être la toute première personne que je vais accompagner. Et je lui ai fait un prix, évidemment. C'était un peu... C'était combien, tu te rappelles, combien elle a payé la personne? Ouais, je me rappelle très bien parce que c'était exactement 666 €. Ok, t'avais pris un chiffre en plus. Non, mais le chiffre du diable. Ouais. Ah ouais, non? Si. Mais je sais pas, non, je rigole, mais c'est un truc comme ça, 666. Ouais, mais c'était un peu... Ouais, mais en fait, à la base, c'était un petit peu plus cher. C'est juste que, en fait, j'ai vu ce chiffre-là parce que c'était après les fees pris sur Stripe et tout. Ok, d'accord. Mais je pense que c'était un peu plus, en bref, peu importe. Mais je me rappelle juste du chiffre qui était 666 du coup. Les premiers prix de tous nos produits, on s'en rappelle. Ah ouais, surtout que lui, c'était mon premier Mais t'as osé, c'est cool. T'as osé en plus être, pas cacher la vérité, quoi. Enfin, c'est-à-dire, voilà, je suis en train de construire ce truc, voilà la vision et voilà où j'en suis. Ok. Donc là, t'as pris une personne en coaching. Et après, comment t'as fait pour scaler? Du coup, j'ai fait de la co-construction avec Amadou. C'était Amadou avec qui t'as bossé. Très bien, Donc c'était lui le tout premier. Donc je faisais 1 heure de coaching par semaine, plus en parallèle je commençais à plancher sur un programme de formation et j'ai réalisé mes premières vidéos de formation. Et lui me faisait des retours. Sauf que ça c'était difficilement scalable parce que long à faire entre les retours, le coaching et tout. Et ensuite en janvier-février 2024, je me suis dit autant faire du live. Je fais genre 2 heures de live, 1 heure un sujet, 1 heure un autre sujet que j'enregistre et du coup ça va constituer voilà, comme ça, tu crées tes vidéos en avançant, quoi. T'attends pas d'avoir fini toutes les vidéos pour recruter tes futurs participants. C'est ça. C'est un peu modèle co-construction basé sur du live enregistré qui ensuite se finissait sur un Notion. Avec un programme de formation qui était en construction. Et moi, ça me permet aussi d'avancer parce qu'en fait, comme j'avais tous les vendredis cette échéance, tous les vendredis, je devais donner un cours, en fait. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai. On dirait moi quand j'ai lancé le bootcamp, quoi. Mais c'est ça, parce que l'avantage des lives, c'est que tu peux les préparer avant que ça arrive. T'es pas comme les vidéos à te dire, je vais tourner mes 15 prochaines vidéos. Et comme ça, t'as peut-être fait moins d'erreurs aussi. Parce que j'imagine que t'as pas transformé 100% de tes lives en sujet de vidéo derrière. Franchement, si 100% de mes lives se retrouvaient sur Notion, mais il y avait des trucs à mettre à la poubelle, évidemment, tu vois. Mais ça faisait partie du jeu. De toute façon, c'était la vision que je vendais à ce moment-là. Et ça s'est bien passé parce que les élèves que j'ai eus, j'en ai eu 6 à ce moment-là.
ils aimaient bien ce côté live et tout. Ils posaient leurs questions à la fin. Donc, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'après mes lives, leurs questions me permettaient d'identifier des points de friction, des points d'optimisation, des sujets que j'avais peut-être pas traités, ou des sujets peut-être trop longs, tu vois. D'accord. Puis quand je parlais, je voyais si j'étais concentré ou pas, tu vois. Ouais, c'est une super façon de bêta-tester, je trouve. Ouais. Même si tu veux faire une formation en ligne, le faire d'abord en live. Moi, je fais souvent des mini bootcamp live avant d'enregistrer, parce que t'as raison, la tête des gens, c'est trop en mode indicateur. Genre, tu vois, qu'ils comprennent rien au truc que tu viens d'expliquer. Je pense qu'il faut revoir ta méthode pédagogique. Et alors, la question qu'on se pose tous, c'est quel outil, quel machin. Au début, t'avais pas d'outils. T'as fait ça comment? Un Notion? Des lives? Point? Ouais. Ok. Donc live sur Google Meet. Ok. Qui était enregistré. Ok. Et ça finissait sur un Notion, c'est tout. Bah voilà, simple, efficace. Et c'est quand est-ce que tu t'es doté, au bout de combien d'élèves que tu as fait un programme un peu plus structuré? Alors en fait, j'ai fait une phase A/B testing, donc j'étais pas trop en phase d'acquisition, en sachant que je vivais grâce à l'agence. Oui. À ce moment-là. Donc en fait, j'ai eu une phase d'A/B testing de février 2024 jusqu'à juillet 2024. Donc j'avais 6-7 élèves à ce moment-là, pendant toute cette durée. Ce qui m'a permis de tester mon contenu, tester mes lives, tester plein de choses. Et ensuite, donc été 2024, c'est là où je me suis doté de quelques outils. Donc System.io, ça a été évidemment le truc direct parce que c'était facile à utiliser, etc. J'ai pris Loom pour enregistrer mes vidéos. Parce qu'après, je passais sur le format où j'allais construire ma vraie plateforme de formation vidéo sur System.io avec des enregistrements Loom. Et encore, j'ai mis du temps à le prendre. Au début, c'était j'enregistrais mon écran. Je sais plus comment je faisais. J'enregistrais mon écran. Pour économiser 30 balles. Oui, je sais je plus. Rigole. Non, mais en fait, je me marre, mais je repense à moi aussi, à mes débuts. Tu sais, tu fais tout avec des outils gratos et après, t'es là. Bon, en fait, c'est vrai que si mon programme coûte 600 €, je peux peut-être prendre un truc à 30 € par mois. Non, mais c'est clair. Donc, j'ai pris Loom rapidement quand même. Ok. Bon, donc ça, c'est la partie bêta-test. Et comment t'as fait après pour passer du bêta-test à aller go, je me lance à fond et recruter peut-être plus de participants? Parce que pour arriver à 70 000, t'as eu combien d'élèves? En tout, j'en ai presque 40. Ah waouh. Un truc comme ça, là. En fait, quand je suis passé de l'A/B testing au lancement, je me suis dit, donc j'ai terminé en juillet 2024, et je me suis dit lancement 30 septembre. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé ça comme ça, tu vois. Il fallait bien une échéance, tu vois. Oui, c'est ça, pour se bouger. Voilà, il fallait bien une deadline, et je me suis dit l'été, ça va, c'est cool, parce que niveau client B2B sur l'agence, t'as moins d'activité. Ouais, donc t'as profité de ta saisonnalité aussi pour te lancer. Ok. Exactement. Donc là, j'ai créé du contenu sur Instagram. Je me suis lancé sur Instagram, sur LinkedIn. La création de contenu avait un peu changé. Et puis, j'ai préparé le lancement en septembre. Et franchement, j'ai été un peu déçu parce que j'ai eu 4 clients. Ok. En septembre, tu vois. Et j'ai lancé en mode cohorte. Ouais, donc premier lancement, 4 clients. T'en visais combien? Ouais, je visais 12 clients. Ok. Ça, c'est souvent le problème des bootcamps d'ailleurs. Ouais. C'est dur en fait le recrutement des cohortes. Mais c'est ça, en fait, j'ai lancé un peu comme toi, où en fait c'était des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment, quoi. Une porte ouverte le 30 septembre. J'ai eu 4 clients. J'étais déjà très content de lancer parce que c'était un lancement officiel avec 4 clients, dont 3 que je ne connaissais pas du tout. Le quatrième, c'était un pote. Mais j'avais pas matché mes objectifs. Mais bon, pour moi, les objectifs, c'est pas fait pour être atteint. Donc au moins, ça m'a lancé. Et je me suis aussi dit qu'un lancement en mode bootcamp cohorte, ça me convient peut-être moins. Parce que beaucoup de pression, et puis je finissais mes vidéos de formation en même temps et tout, c'était un peu complexe. Mais ça a été mon lancement. Ça a duré comme ça, j'ai eu ces 4 clients jusqu'au mois de décembre. Et après, c'est là où j'ai décidé de relancer la machine. Je me suis d'ailleurs lancé sur YouTube en novembre 2024, du coup. Et je me suis dit, pas de cohorte. Ça reste un bootcamp, mais les gens entrent quand ils veulent. Un système un peu plus evergreen, quoi. Donc, accompagnement evergreen. Ok, c'est ça. Trop bien. Et en fait, ça a débloqué pas mal de choses puisque déjà j'ai pris un accompagnement pour l'aspect un peu vente et tout, pour aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux élèves. Il y avait plus de système de cohorte, ça m'a quand même permis de fluidifier mon flux de leads et d'élèves. Et donc fin décembre, début janvier, j'ai quand même signé pas mal de nouveaux élèves, je sais plus combien, un peu moins d'une dizaine, je crois 6-7, aux alentours de 6. Donc c'était cool, ça m'a redonné de l'élan. Et puis après en fait, j'ai eu le même système jusqu'ici. Si ce n'est que là maintenant, je commence à avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Podcast aussi, je fais un peu de publicité maintenant. Donc voilà, donc ça s'est stabilisé à partir du mois d'avril, donc c'est assez récent, avril 2025. D'accord. Et du coup, c'est quoi ton objectif avec ShapeRoom? Sur combien de temps? Je sais pas, par mois, par an, comment tu te fixes tes objectifs de chiffre d'affaires sur ce produit? Écoute, j'aimerais bien la faire donc 50 000 d'ici la fin de l'année, 50 000 par mois. Ok. Donc c'est à peu près 15 nouveaux élèves, si je dis pas de bêtises, 15 nouveaux élèves par mois. Ok. J'aimerais bien atteindre les 10 nouveaux élèves d'ici le mois de septembre. Là, d'accord. Parce que je sais que c'est possible. Je l'ai déjà presque fait sans de publicité ou quoi que ce soit. Au mois d'avril, je crois que j'ai fait 8 nouveaux clients. Waouh. Ouais, donc plutôt cool. Donc c'est ça l'objectif pour septembre. Décembre, c'est d'arriver à 15-20.
Ok. Voilà, plutôt 20 nouveaux élèves. Et après, je vois pas forcément plus loin que ça, mais après, j'ai évidemment une vision plus long terme, quoi. Non, mais c'est énorme. Ça représente combien ton chiffre d'affaires de ton produit par rapport au reste de tes activités? Bah, c'est une bonne question. Je pense que ça doit représenter, en 70, ça doit représenter un peu moins de 50%, Ok. je pense. En sachant que l'agence, bon, bah, c'est plus solide parce que j'ai fait des années de freelancing, il y avait déjà des clients, puis il y a 2 personnes en plus de moi qui travaillent sur l'agence. Enfin, bah, voilà. Et tu fais plus du tout, toi, de vente de temps? Ah non. T'es sorti complètement? T'as quand même un peu de temps de gestion de cette agence? Franchement, quasiment plus là. Ok. J'en avais un petit peu jusqu'au mois d'avril-mai. Là, on est en juin 2025. Franchement, là, quasiment plus. L'idée, c'est que les 2 personnes qui bossent avec moi, c'est mes associés, c'est qu'ils soient autonomes et ils le sont déjà quasiment à 100%, en fait. Et c'est ce que je recherchais. Dernière question sur ton produit. Est-ce que tu as augmenté tes prix depuis les 666 € là? Ah oui, quand même, attends. Et tous les combien? Parce que ça, c'est aussi une question que les gens se posent. C'est quoi le prix? On sait pas trop à quel prix on vend un truc au début. On le fait un peu au pif, quoi. Souvent, en fait, on corrèle le prix par rapport au contenu, par rapport au nombre d'heures de vidéo, au coaching, etc. Mais le prix n'est pas corrélé au produit en lui-même. Le prix est corrélé... En fait, la vente, c'est des émotions. Donc, le prix est corrélé aux émotions. C'est pour ça que je parlais de douleur, de problématique. Parce que plus la problématique est forte, plus la douleur est forte, et plus le produit convient et répond, en fait, à cette problématique, plus le prix peut être élevé. Donc, je l'ai augmenté un peu, j'allais dire au doigt mouillé, mais c'est pas vraiment ça. C'est juste qu'en fait, à mesure que j'avançais, à mesure que je devenais aussi meilleur dans mon coaching, dans plein de choses, et ben, j'augmentais le prix, quoi. Donc, il augmente un peu d'une manière inopinée. Non, mais c'est vrai. Et puis, ça dépend de la qualité aussi du prospect. Ouais. Parce qu'en fait, au début, les prospects, tu prends un peu ce qui vient et voilà, parfois... et plus t'as augmenté, plus t'as eu des prospects hyper qualifiés, quoi, hyper motivés à bouger. Oui, mais il faut pas oublier la première demande d'attention. C'est-à-dire qu'en gros, ça dépend aussi de la création de ton contenu, de comment tu prospectes et tout, parce que typiquement, moi, j'ai des leads parfois qui sont pas assez qualifiés. Parfois, j'ai des leads qui viennent de TikTok, par exemple. Je sais que l'audience sur TikTok est moins qualifiée que sur YouTube, Instagram ou podcast. Ok, intéressant. Voilà. Et je pense aussi à faire du partenariat, parce que ça peut m'apporter des leads plus qualifiés aussi. Bon, trop bien. Écoute, bravo. Un produit déjà scalable en back-office aussi, parce que du coup, toi, que t'aies 100 personnes ou 10 personnes, ça changera pas grand-chose à ton organisation. Un petit peu quand même. Un petit peu. Tu t'es fait aider d'ailleurs? Tu t'as pris des gens pour t'aider à accompagner tes élèves? Et si oui, combien? Enfin, je sais pas si c'est une proportion du chiffre d'affaires ou... c'est effectivement corrélé un peu au chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires me permet de travailler avec des gens. Ok. Mais dis-toi que jusqu'au mois de mai, donc c'est assez récent, j'étais tout seul. Et là maintenant, j'ai 2 personnes en plus, donc une OBM, une bras droit qui m'a rejoint. Online Business Manager. Exactement. Ceux qui découvrent le monde du business en ligne, ok. C'est ça. Ça te coûte combien? Pour l'instant, on est sur un format un peu évolutif où là, je l'ai rémunéré 900 € par mois, donc on fonctionne au TJM. Enfin, elle m'a fait un package quand même. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'elle travaille beaucoup plus par la suite, tu vois, parce qu'elle veut rejoindre le projet à 100%. Mais pour l'instant, je fais attention par rapport au chiffre d'affaires. Ouais. En plus, il y a les outils à payer, je fais un peu de pub et tout, donc je fais un peu attention. Et j'ai une deuxième personne qui est une ancienne de la formation, qui s'appelle Roxane, et qui, elle, est formatrice et coach sur Google Ads et Meta Ads. Trop bien. Voilà. Donc, tu as intégré un padawan, comme on fait souvent dans les programmes, et une personne extérieure pour t'aider sur l'admin, le back-office. Ouais, un padawan qui est experte, franchement. Oui. Padawan de ton programme, mais qui a en fait touché déjà bien le côté... Parce que toi, tu as les deux. Tu as la formation fonctionnelle, sectorielle, et la formation freelance aussi. Ouais. C'est ça, tu as ces 2 volets dans ton service. Okay. C'est ça. Et moi, j'aime bien l'aspect vente, mindset aussi d'ailleurs. Bon, et du coup, aujourd'hui, tu penses que ça te prend combien de temps de créer, gérer ton produit par semaine? Combien de jours ou combien de pourcentage de ton temps? Franchement, ça dépend. Si je me mets des limites, ça me prend... Enfin, je bosse tous les jours dessus en réalité. Donc 4 jours par semaine, quoi, 5 jours. Si je me mets pas de limite, c'est tous les jours, quoi. Mais je me mets des limites, évidemment. Donc, normalement, je travaille dessus toute la semaine. Ça dépend des sujets. J'ai des calls, j'ai des moments deep work aussi pour travailler sur des sujets précis. Il y a juste une journée qui est réservée au podcast et à ma chaîne YouTube, donc c'est le vendredi. Bon, du coup, c'est pas mal. T'es passé de je bosse dessus 1 ou 2 jours par semaine à je bosse dessus presque à plein temps. Et on voit que là, c'est déjà 50% de tes revenus. Donc, je te souhaite que ça arrive vite à 100% de tes revenus. Mais ça en prend bien le chemin. Donc, écoute, trop intéressant. Ce que je te propose, c'est que tu nous expliques vraiment ta stratégie média. Parce que là, je pense que tu as fait fort, Nico, aussi pour t'attirer des leads de qualité et en automatique et te permettre de remplir pour avoir ces 10, 20 clients par mois, ce qui est quand même beaucoup pour un programme en ligne. Tu vas nous révéler toute ta stratégie de contenu. C'est parti. Alors, tu nous disais que tu avais déjà commencé à voir un peu la différence de qualité de lead
en fonction d'où viennent les gens. Ça, c'est un truc que tu avais énormément travaillé. Je me rappelle, tu étais un des seuls qui a osé faire du build in public, donc construire son produit en public avant qu'il soit créé pendant le bootcamp. Donc, tu postais déjà des trucs sur le mode de vie, être digital nomade, être libre, etc. C'est quoi ta stratégie média pour justement attirer à toi des clients pour ton programme? Parce qu'elle est vraiment spécifique. J'ai mon petit avis sur la question, mais je te laisse un peu nous expliquer comment tu l'as trouvée. Bah, tu disais que j'avais fait fort, mais moi, je trouve pas que j'ai fait fort, hein. Franchement, j'ai fait avec mes moyens, avec mes connaissances. Ça a commencé par du freestyle, hein, comme je pense qu'il y a toujours une phase comme ça au début quand t'es dans l'entrepreneuriat, une phase un peu où bah tu découvres, t'es une sorte de bordel en face de toi, tu montes un puzzle mais t'as pas toutes les pièces quoi. Donc ma stratégie, bah déjà j'ai commencé sur LinkedIn, ce qui n'était peut-être pas forcément une bonne idée, mais ça m'a permis d'accueillir déjà mes premiers 6 clients donc pendant la phase de test. Mais ensuite quand j'ai lancé officiellement donc en septembre 2024, bah, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de traction sur LinkedIn, mais qu'en fait, ma cible se trouvait sur Instagram et notamment YouTube. Parce que le salarié, en fait, dans la vie de tous les jours, bah, il est sur YouTube, il se renseigne sur YouTube, podcast, et il est sur Instagram et TikTok. Donc, ma stratégie, c'est basée purement et simplement sur qui est ma cible, quelles sont ses problématiques et où est-ce qu'elle passe le plus gros de son temps, en fait. Ouais, et j'ai quand même voulu dissocier le contenu court du contenu long. Parce qu'en plus, moi, j'aime pas trop le contenu court sur Instagram et tout, plaire à l'algorithme, retenir l'attention des gens, ça me saoule un peu. Et t'as pas le temps de développer ta pensée aussi. Donc je me suis dit, bah on va faire une stratégie sur du contenu court, une stratégie sur du contenu long, dans le sens où pour moi Instagram, TikTok, c'est fait pour attirer les gens, avoir de la visibilité. Donc c'est du top of the funnel et middle. Je fais pas trop de bottom, donc c'est je parle de ma vie digital nomade, tes voyages. Voilà, les voyages, je raconte des anecdotes. Je peux parler aussi de comment se lancer en freelance, mais un peu les premiers steps assez succincts. Mais je vais pas vraiment sur le bottom, c'est-à-dire je donne pas vraiment beaucoup de détails. Pour le détail, tu le retrouves sur YouTube. D'accord. Ou sur le podcast. Et c'est là où du coup je développe sur du contenu long en fait. Et là, donc tu as choisi le podcast qui est pas non plus le truc le plus évident à faire partir viral. Mais qui t'a permis de partager aussi ton lifestyle et pas que les points techniques sur le SIA et tout ça, parce que tu aurais pu faire un truc très technique sur le métier. Mais finalement, toi, tu as choisi plutôt de montrer la vie que tu pourras avoir si tu suis Shape Room, si tu suis le programme. Tu as fait ça direct dès le départ, en fait, c'était une évidence pour toi? Ouais, pour moi, c'était une évidence parce qu'encore une fois, si tu te concentres sur la cible, c'est quoi son objectif, son bénéfice, qu'est-ce qu'elle recherche en fait? Ma cible, ce qu'elle veut, donc mes élèves et mes clients, c'est voyager tout en travaillant, être libre, ne pas avoir des horaires, etc., en fait. Donc moi, je vends un résultat surtout. Alors évidemment, je parle un peu du comment, le media buying, le truc et tout. Mais si je rentre dans le détail du technique, bah, je vais pas parler aux salariés qui cherchent justement un métier pour se lancer en freelance, en fait. Je vais parler potentiellement aux freelance débutants media buyers, tu vois. Ce qui peut être une cible intéressante, mais typiquement, avec mon contenu sur YouTube, jusqu'ici, je faisais du contenu un peu business, comment tu te lances en freelance, comment tu crées une offre et tout. Ça n'a attiré aucun client, aucun élève. Par contre, j'avais des messages de freelance qui me disaient « Ah, mais je reposte ça sur un groupe WhatsApp, c'est assistant virtuel et tout, c'est super, on adore tes vidéos. » Ah, génial. C'est pas ma cible. Mais c'est pas ma cible. Et donc, c'est pour ça que c'est ultra important de vraiment deep dive dans qui est ma cible, c'est quoi son quotidien, ses problématiques, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, ses objectifs, ses besoins, où est-ce qu'elle passe le plus gros de son temps, et de lui parler en fait. Et donc après il y a tout un chemin à construire avec le fameux tunnel, hein, le top, middle et bottom. Mais moi j'ai pris le parti de parler surtout de l'arrivée en fait, en tout cas sur Instagram et sur LinkedIn, sur TikTok pardon, là où sur YouTube je développe plus, tu vois. Mais je vais pas te dire comment tu crées une campagne. Parce que justement, c'est le but de mon accompagnement aussi, c'est justement de montrer à quoi ça ressemble. Alors, je peux peut-être en faire un petit peu à droite à gauche, mais je vais plutôt parler de ce que c'est le media buying, de pourquoi c'est intéressant, de la synchrone. Comme ça, tu marches pas trop sur les plates-bandes de ton contenu payant aussi, ce qui est malin. Ce qui est pas toujours évident, parce qu'on sait pas toujours où mettre la délimitation entre gratuit et payant. Moi, typiquement, tu vois, je pense que dans mes contenus gratos, je donne quand même quasiment tout, mais ce qui fait la diff, c'est que les gens vont pas le faire tout seuls. Parce que c'est beaucoup de taf quand même. C'est ça. Mais au-delà de marcher sur les plates-bandes, par exemple, ce qui revient très souvent, moi, avec mes élèves, c'est la peur de ne pas trouver des clients. Et donc, je pourrais très bien, et c'est ce que je vais faire, j'ai déjà fait un petit peu, mais je vais le refaire, faire des vidéos YouTube sur comment tu trouves tes premiers clients en tant que média buyer, tu vois. Ça répond directement à une problématique qu'ils ont dès qu'ils sont en appel avec moi, en fait, avant de rentrer dans Shape Room.
Ok. Donc, je vais pas parler de comment créer une campagne, alors que lui, ce dont il a peur, c'est de ne pas trouver de clients, okay. tu vois. Donc, ouais, savoir les points distinctifs aussi dans le how-to, les conseils que tu donnes, ce qui est vraiment clé versus ce que tu penses qui est intéressant. Ça te prend combien de temps, la création de médias par rapport au reste? Ça me prend 1 journée et demie par semaine, quand même. Ok. Peut-être un petit peu moins. Ouais, un peu moins. On va dire 1 journée au total. Ouais. C'est conséquent, mais pour tout ce que t'es, pour toute ton activité sur tous les réseaux, ça me semble raisonnable aussi, quoi. Mais tu vois, souvent, les gens, ils sont choqués de passer du temps à écrire une newsletter, passer du temps à créer un podcast, mais c'est ton canal d'acquisition aussi. Ou est-ce que tu as d'autres choses? T'as dit, j'ai commencé à faire un peu de pub. Ouais. Donc, tu saurais me dire l'acquisition entre médias organiques versus payants. T'as une idée de comment ça se répartit? Pour moi, pour l'instant, c'est l'organique qui marche mieux. La pub, je l'ai lancée aussi récemment, et la pub, faut un petit peu de budget. Moi, j'ai pas énormément de budget. Donc pour moi, c'est important d'avoir de la visibilité et de passer du temps à créer, parce que c'est ce qui attire mes élèves. C'est ce qui les rassure aussi. Ouais, la confiance. Bah oui. Voir une tête, une voix, regarder peut-être 1, 2, 3, 4, 5 vidéos, j'en sais rien. Bah, ça rassure. Tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un qui a rejoint l'accompagnement au mois d'avril. Il me regardait depuis le mois de décembre. Ouais, et donc, énorme. Bah oui, quand il est arrivé en appel avant de rejoindre chez Proom, on avait juste à le cueillir. En fait, il était déjà. Non, mais c'est vrai. Moi, quand je parle avec d'autres infopreneurs, ils me disent, mais est-ce que tu fais tes calls de closing? Alors, je dis, mais mes calls de quoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai rien à closer, parce que les gens, merci à vous, mais ils écoutent le board depuis longtemps. Bah oui, c'est ça. Donc, ils savent ma méthode, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, s'ils me kiffent ou s'ils me kiffent pas, et s'ils viennent prendre un appel, c'est juste les dates, mon projet, et voir si ça va matcher. Et donc, c'est rigolo. Et ça, je pense que c'est la force du podcast aussi versus d'autres médiums, quoi. La force du podcast, de YouTube, et puis aussi, ça fait longtemps que tu crées du contenu, en fait. Ouais. Donc, on a l'habitude de voir ton nom, de voir ta tête, de potentiellement t'écouter, en fait. Donc, c'est ça qui fait la différence. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de visibilité, mais peut-être pas assez du niveau de confiance que ça fait, la jauge de confiance. Parce que ça, j'ai lu ça aussi chez Creator Science, qui est un créateur que j'aime bien. Et je crois qu'il va écrire un bouquin là-dessus, sur le fait qu'un média, ça remplit la jauge de confiance et de crédibilité et d'autorité. Et donc, là où les pubs, ça va te faire passer à l'action, le média, même si des fois, tu as l'impression que ça sert à rien, tu postes un épisode, t'as pas forcément un lead tout de suite. Mais comme tu l'as dit, 2-3 mois après, tu vas avoir un lead, quoi. Ok, est-ce que tu as un petit conseil pour les entrepreneurs qui se lancent sur le business en ligne, là, sur la création de contenu? Parce qu'on peut aussi avoir, peut-être se perdre un peu, quoi. Passer ses journées à créer des shorts, des reels, des machins, et ne pas avoir de clients, quoi. Donc, faut aussi bien être sûr que c'est bien intentionnel. J'aurais 3 conseils. Le premier, c'est vraiment de se mettre à la place de son client. C'est tout con, on le dit tout le temps, mais en fait, pourquoi je le dis? Parce que je vois qu'il y a plein d'entrepreneurs qui oublient ça. Parce qu'ils sont obnubilés par leurs objectifs, le produit, le truc. Mais en fait, toutes les idées, elles viennent de ton client. Ouais. Même sur ton produit. Moi, mon bootcamp, je le construis pour mes élèves. Tout comme mon collectif de freelance, je le construis pour mes freelances, tu vois. C'est pas moi. Avec eux. Exactement, c'est ça. Parce que c'est leur écosystème, en fait, au final. Donc, c'est ultra important de se mettre à la place de son client, et il faut aller parler avec eux. Donc, moi, j'ai fait des interviews, et puis je continue aussi à discuter parfois. Tu fais des événements physiques aussi. Tu parlais de co-living et tout, ça fait partie de ta strate aussi d'acquisition ou de fidélisation. Plutôt fidélisation, ouais. Okay. Mais ça, c'est le premier truc, c'est vraiment la cible, le persona, en fait. C'est vraiment le connaître le plus possible. C'est bateau, mais c'est tellement important, parce que tout découle de ça. L'offre, ton message, ta manière de discuter, enfin bref, plein de choses. Donc, pour la création de contenu, c'est ultra important. La deuxième chose, encore une fois tout bête, mais c'est ce qui fonctionne, c'est qu'il faut tester. Parce que moi, j'ai voulu tester plein de trucs, un peu aussi par lubie, tu vois. Le podcast, ça a l'air super, ça va me donner un bel élan, hop, on teste. Au final, je l'ai gardé parce que ça me plaît bien, mais c'est vrai qu'au début, ça n'a pas trop fonctionné, tu vois. Mais il faut tester des angles sur Instagram, sur YouTube, des trucs comme ça, pour ensuite avoir engrangé de la connaissance, en fait. Ouais. Parce qu'en testant, en regardant les chiffres, en écoutant aussi peut-être les gens qui vont nous envoyer des messages sur Instagram ou quoi que ce soit, moi, typiquement, je me suis rendu compte que sur YouTube, j'étais pas forcément bien placé, parce que c'était une freelance, en réalité, en assistante virtuelle, qui m'a envoyé un message en disant « j'envoie tes vidéos toutes les semaines dans un groupe WhatsApp ». Donc, tu vois, donc il faut tester, il faut se rendre visible. Ça, ce serait mon deuxième conseil. Et mon troisième, et ça, je pense, c'est le plus important, parce que tu vois, on parle de création de contenu en mode inbound, et puis on attend que ça arrive. Mais en fait, il faut pas attendre que ça arrive. Il faut aller chercher aussi les prospects, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont présents sur Instagram, LinkedIn, qui ne likent pas, qui ne vont pas contacter l'infopreneur en question. Et moi, c'est comme ça que je me suis lancé au début, en fait. Et comment t'as fait à la mano? Tu les as prospectés? Au début, ouais. En fait, quand je te disais, j'ai fait un peu moins d'une dizaine de clients, là, en 6 environ, au mois de décembre, janvier.
c'est parce que déjà, je me suis mis sur YouTube et puis j'étais en même temps sur LinkedIn et Instagram. Et aussi parce que j'allais engager les discussions. Je voyais des gens qui s'abonnaient ou qui réagissaient. Je disais, hello, merci pour le soutien ou merci de t'être abonné. Tu t'intéresses au freelance? Est-ce que tu as déjà fait est-ce que tu as déjà sauté le pas et tout? Trop bien. Oui, non, machin. Et en fait, tu trouves des clients comme ça. J'allais dire, c'est le secret le plus sous-coté des bootcamps. Parce qu'en fait, il y a une partie prospection. Enfin, même moi, encore aujourd'hui, alors que moi, j'ai trop de demandes par rapport à l'offre, mais je vais quand même... J'aimerais dire ça un jour, moi. Bientôt, Nico, j'allais dire, l'élève va dépasser le maître sur plein de points, mais laisse-moi au moins un petit truc. Mais je vais quand même prospecter. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un peu un casting dans ma tête. Il y a certaines personnes que j'ai envie d'avoir. Par exemple, un scientifique conférencier que je vais aider à vendre des trucs. Ou tu vois, je me fixe un peu des challenges de certains personnalités, certains styles de métier, parce que je sais que ça va encore enrichir mon portfolio de cas d'usage. Et je vais pouvoir dire, waouh, tu vois, j'avais une avocate, j'ai aidé à scaler une avocate. C'était important pour moi de cocher la case profession libérale. Là, la dernière fois, j'ai parlé avec un médecin solopreneur. Incroyable. Ça m'a donné des idées, tu vois. Et donc, voilà, tout ça pour dire que, évidemment, qu'on prospecte aussi, quoi. On n'attend pas que... Les gens, ils me demandent, non, mais Flav, comment tu fais? Tes sponsors, ils viennent à toi tout seuls? Je dis, non. Je vais quand même les prospecter, en fait. Même si t'es connu, même si t'as un média, ça n'empêche pas de faire un peu de outbound, comme tu dis. Ah, mais carrément. Okay. Et en plus, l'outbound va nourrir l'inbound et inversement. L'inbound va nourrir l'outbound. Exactement. Parce que moi, ce que je faisais, par exemple, c'est que quand je lançais des discussions, j'avais un peu un script. Et en fait, si j'identifiais certaines problématiques, j'avais des vidéos YouTube qui répondaient à ces problématiques, en fait. Ah, trop bien, ça. Donc, déjà, ça répond à son problème, son besoin, quoi que ce soit. Et en plus de ça, ça rassure parce qu'en fait, la personne, elle te regarde, elle t'écoute, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des putain, mais mec, ta vidéo, elle est géniale et tout. Est-ce que t'es dispo la semaine prochaine pour qu'on s'appelle? Mais magique, tu vois. Donc, il faut aussi aller chercher les gens, en fait, surtout au début. Faut pas attendre que ça arrive, quoi. Bon, excellent conseil. Et justement, ça me donne une question, mais que je vais te poser dans la dernière partie. On va parler de tout ton système communautaire autour de ton produit et la façon dont tu t'organises aussi pour vendre et créer ton produit. C'est parti. Alors, la question qui m'est venue quand tu parlais, c'est, j'ai l'impression qu'il y a un vrai esprit de communauté entre, du coup, tes élèves, etc. Et sur le média, je me demandais si tu avais fait des cas clients, si tu racontes aussi leur transformation, leur vie. Et finalement, est-ce que les élèves eux-mêmes de Shape Room t'aident à vendre le produit? Comment tu les incentives aussi? Parce que je trouve que ce côté, quand on arrive à bien leverager sa communauté, ça peut être une vraie force dans des programmes en ligne comme le tien. La communauté, pour moi, c'est la force de Shape Room sur du long terme. Et c'est trop bien parce que là, tu vois, on est une petite vingtaine. Mais il y a déjà 4-5 personnes qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de devenir des ambassadeurs. Donc, ça m'a donné l'idée de faire un programme ambassadeur. Ok. Comment t'as fait du coup? Enfin, ça consiste en quoi? C'est pas encore. Ou ça va consister en quoi? Justement, j'y réfléchis. Il y a plein de possibilités parce qu'il y en a qui ont envie de faire du contenu sur Instagram et tout pour attirer des élèves. En fait, c'est génial. Il y en a qui ont envie de faire des co-living, d'autres des coworking. Donc, faut voir comment ça se met en place. Pour l'instant, c'est pas la priorité tout de suite, mais l'idée, c'est de le lancer d'ici cet été. Donc, c'est vrai que la communauté, c'est très, très important. Et au-delà de la force que ça peut donner à un projet, moi, c'est surtout un énorme kiff, tu vois, de pouvoir faire des co-living avec mes anciens élèves et mes freelances. Enfin, tu vois, c'est génial. Moi, j'adore ça. J'adore. Toi, t'es pas venu parce que t'étais à l'autre bout du monde, mais quand on fait nos séjours Tafoax Relax, entre freelance, le board et pour aller surfer, c'est un énorme kiff. Donc, mais tu vois, je veux le rappeler aussi parce que parfois, on a l'impression que la communauté, c'est juste pour se faire plaisir ou pour se rassurer quand ça va pas, mais c'est aussi un asset financier pour le solopreneur. Parce que toi, à chaque client que tu vas avoir en plus, tu auras un cas client de transformation, un ambassadeur potentiel. Donc, ça va diminuer aussi ton effort de prospection, de lancement, etc. Tu les incentives s'ils recommandent quelqu'un, un collègue, machin d'une agence, s'ils ramènent avec eux un pote pour suivre Shape Room? Oui. Alors déjà, pour répondre à ta question précédente, je fais pas forcément de cas clients encore. Mais le but, c'est d'en faire. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'en ai pas vraiment. Si ce n'est, Roxane, qui est ma coach et formatrice maintenant. C'est une ancienne de la formation. Et puis, le fait que chacun rentre quand il veut quand il peut dans Shape Room, parfois, en fait, il y a des anciens qui finissent le bootcamp. Donc, les nouveaux les voient partir. Et donc là, récemment, il y a quelqu'un qui est parti. Elle gagnait au bout de 3-4 mois 2200 € dans ces eaux-là au début. Donc, c'est cool. Et en fait, les gens m'ont dit après, mais c'est trop bien, on voit que c'est réel, que ça fonctionne et tout, et que, tu vois. Donc pour moi, c'est comme ça que je les incentive, en fait, avec ce modèle-là. Et après, sur la partie communauté, pour que les gens recommandent, j'ai envie de dire, ça se fait déjà naturellement, de base. J'ai pas à forcer, parce que les gens, je pense, m'aiment bien. Je donne tout pour eux et pour le bootcamp et tout. Et je pense que, je sais pas, il y a une relation humaine qui est cool, et puis ils voient que la formation, elle est quali, quoi. Donc ça se fait naturellement. Et après, sinon, dans la communauté, j'ai une sorte de modèle de parrainage, tu vois.
Okay. Je sais plus combien c'est, mais en gros, tu as une petite somme d'argent. Et puis, c'est comme ça aussi que l'idée est venue de faire un programme ambassadeur, en fait. Au lieu que ce soit juste par de l'argent, ça peut être aussi un programme ambassadeur où, je sais pas, si on fait un co-living, par exemple, bah, tu peux avoir une réduction de temps, des trucs comme ça, tu vois. Ok, intéressant. Et alors, dans la communauté, il y a aussi les gens qui t'aident. On en a un peu parlé tout à l'heure. Tu as parlé des coachs que tu avais, donc des 2 personnes qui t'ont rejointe. Est-ce que grâce à cette diversification, tu t'es mis à déléguer des nouveaux trucs dans ta vie de solopreneur? Parce que quand on est freelance, on fait un peu tout nous-mêmes. Là, tu avais genre une agence à gérer, plus un programme, plus, je sais pas, tes voyages et tout. Ouais. Comment je sais pas, est-ce que tu as des idées à nous donner de trucs que tu as délégués où tu t'es dit, ah, c'est trop cool, ou d'accompagnement, ou d'aide que tu as prise en extérieur? J'ai 2-3 trucs à conseiller. Alors juste, faut savoir que moi, je délègue pas très bien. Okay. Donc je pense pas être la meilleure personne pour donner des conseils, mais je m'améliore avec le temps. Ben voilà, ça montre que c'est pas un cas désespéré, tu vois. Moi, c'est pareil, hein, je suis un peu contre le fric quand même, j'aime bien faire des trucs solo et ça peut me porter préjudice parfois. Ouais, mais moi, c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai envie de garder pour moi. Mais sinon, quand je délègue, c'est un peu en mode, tiens. Démerde-toi. C'est ça. Et parce qu'en fait, vu que je suis pas hyper structuré, moi, de base, je suis un peu en mode freestyle. Je le suis un peu quand même, sinon j'arriverais pas à faire tout ça. Mais du coup, la personne qui reprend le truc, il y a une passation, mais après, c'est en mode, tu te démerdes. Et en fait, la pauvre ou le pauvre, il est un peu perdu et tout. Après, évidemment, il y a des calls derrière, etc. Mais c'est un peu, je te refile la patate chaude, quoi. Donc, j'essaie au maximum d'éviter ça. Mais si j'ai des conseils à donner par rapport à la délégation, déjà, c'est choisir les bonnes personnes. Hein. Franchement, c'est tout bête, encore une fois, mais ça change absolument tout. Parce qu'au début, malheureusement, je suis pas tombé sur les bonnes personnes. Et donc, le temps que tu passes à rencontrer la personne, à l'onboarder, à travailler avec, il s'écoule plusieurs mois. Relou. Et c'est plusieurs mois de perdu, entre guillemets, même si j'estime que c'est un apprentissage. Donc, c'est pas Tu sais perdu, que c'est ça qui m'avait donné l'idée de faire les office hours, de rajouter les office hours dans l'incubateur, dans le bootcamp solopreneur, parce que c'est vrai que moi, j'ai bossé avec des gens de qualité et dès que tu as bossé avec des gens de qualité, tu vois la diff par rapport à d'autres freelances où bon, ça se passe mal. Et du coup, d'avoir ce catalogue-là d'une 50aine d'experts où tu peux piocher quand tu as besoin de pub, quand tu as besoin d'un funnel de vente, quand tu as besoin et tu ne sais pas combien ça coûte quand tu viens de te lancer. Donc, je comprends tout à fait. Je mets une petite pièce de plus dans la machine. C'est ça. Donc, il y a bien choisir les personnes et ensuite, c'est choisir aussi ce que tu délègues. Pour moi, il faut déléguer, en tout cas au début, des choses répétitives, des choses simples. Je sais pas, ça peut peut-être être de l'administratif ou alors poster sur les réseaux, des trucs comme ça. Mais les choses les plus importantes, faut les garder. Donc typiquement pour moi, c'est l'acquisition, donc la création de contenu longue. Alors je délègue une petite partie, mais c'est le montage par exemple. Tu vois, c'est des trucs qui ne vont pas m'apporter. C'est pas la stratégie. Ouais, exactement. C'est des trucs qui ne vont pas m'apporter de valeur. C'est-à-dire que moi, si je passe du temps à faire du montage, ça m'apporte pas de valeur. Alors que du temps que je passe pour faire un script, pour évangéliser sur le nomadisme, sur la liberté, ça c'est important. C'est ça, exactement. En fait, plus je passe du temps devant la caméra à parler ou à prospecter ou à faire un post sur LinkedIn, plus je maximise mes chances d'avoir de nouveaux élèves parce que j'ai plus de présence, etc., etc. Alors que si je passe du temps à faire de l'admin, à faire du montage ou à poster, alors après à poster c'est pas très long, mais des fois tu fais ta petite cover et machin, tu sais c'est. Ouais, c'est 20 minutes par-ci par-là. Ouais, quoi. c'est ça. À la fin de la semaine, ça te fait 3 heures de trucs de publication sur Ocha ou sur YouTube, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça, hein, mais c'est vrai, hein, c'est pareil, le titre, la description, machin. C'est long. C'est très long. Mais ouais, c'est plein de petits trucs. Pareil pour la newsletter aussi. Bon, après, ça dépend de chacun, mais les trucs répétitifs qui n'apportent pas de valeur, ça, il faut déléguer le plus rapidement possible. Ok. Bon, et puis ma dernière question pour toi, Nico, sur là, on a bien rebouclé là sur tes 4 piliers. C'est est-ce que tu as eu des moments difficiles et comment tu les as surmontés? Parce que là, forcément, on est là, ex-post, tout a l'air stylé et tout, on a les 70 000 euros, mais tu savais pas quand ils allaient forcément arriver. Ouais. Est-ce que tu te rappelles un peu de moments comme ça où tu as failli abandonner ou, j'en sais rien, moi, revenir en arrière ou changer de modèle? Oui, évidemment. Mais alors déjà, j'estime qu'aujourd'hui, même si, ok, j'ai généré en tout 70 000 euros, voilà, je suis pas encore sur une phase où c'est bien stable et tout. Je suis sur une bonne tangente, c'est cool, une bonne pente ascendante. Mais je suis pas non plus en mode ça y est, c'est cool et tout, je me la kiffe. Non, mais j'apprécie ça chez toi, mais moi je suis pareil en fait. Hein. Ouais. Mais au moins, je voulais te dire que t'as passé un premier step. T'as fait un passage de guet que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Ouais. Tu vois, t'as déjà une traction. Donc maintenant, il va falloir que tu fasses les bons choix pour continuer à mettre les billes dans le bon entonnoir pour que ça roule dans la bonne direction. Exactement. Mais bon, si tu changes rien, juste accélère, ça va continuer à monter, quoi. Effectivement. Et je le souhaite pour tout le projet, pour toutes les personnes avec qui je bosse. Mais donc, des moments difficiles, oui, il y en a eu, en vrai, il y en a eu 2 gros. J'ai jamais remis en question, quand même, le projet ou quoi que ce soit. Ok. Ça, c'est vraiment un truc où j'ai toujours été persuadé. De toute façon, c'est un projet de cœur, en fait. Hein, donc, je ne veux pas arrêter.
Par contre, ouais, j'ai touché 2 fois mes limites. La première fois, c'était en mars 2024 exactement, où en fait, je gérais l'agence et Shape Room, plus d'autres choses. À ce moment-là, je travaillais pas forcément avec les bonnes personnes. Et c'est là où je me retrouvais à faire des heures pas possibles. En plus, j'étais en Afrique du Sud, tu vois, t'as envie de profiter, mais je pouvais pas profiter parce que genre je bossais de fou. Et ouais, franchement, je sais pas si j'étais au bord du burn-out ou pas, mais j'avais touché mes limites, tu vois. Le soir, t'es un légume, ton cerveau il marche plus, t'es là, t'es pâle, t'as plus d'énergie du tout. Donc ouais, ça a duré 1 semaine ou 2. Et après, ça va, j'arrive quand même à faire de l'espace, à rebondir assez rapidement, donc ça c'est cool. Ça, c'était une première fois, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'entoure d'une meilleure manière. Parce qu'en fait, pourquoi c'était frustrant? Parce que j'étais pas accompagné des bonnes personnes, en fait. Je travaillais avec un freelance qui faisait pas n'importe quoi, mais franchement, En fait, ce qui est dur, c'est que des fois, tu peux faire l'erreur d'attribution, quoi. Tu vas dire, ah ben, ça marche pas, ce qu'elle a dit, Flavie, déléguée, ou je sais pas, quel autre truc, ou t'as dit un autre coach, juste parce que t'as les mauvaises personnes, en fait. Alors qu'en vrai, ça fonctionne de déléguer si t'as les bons. Ok. Donc, t'as eu ce moment-là qui était dur. Ouais. Et je me suis dit, en fait, j'aurais dû écouter mon intuition, parce que l'intuition, elle est là, elle te parle, mais j'ai pas trop écouté. Donc, il y a eu cette première phase. Et ensuite, deuxième phase, c'était, je dirais, septembre 2024. Donc, c'était le mois de lancement. Ok. Oui, le fameux. Ouais. Et là, je peux te dire que c'était vraiment, vraiment très, très dur. J'étais à la bourre, j'avais pas fini mes vidéos, je devais faire de l'acquisition en même temps, donc du contenu. Le stress aussi. Le stress. C'est stressant, en fait, les lancements. C'est ça. Ouais. Call de vente. Et puis, à ce moment-là, j'étais tout seul, en fait. Donc, tu portes une agence, plus un lancement de bootcamp, poster sur les réseaux, tout ce qui s'ensuit. Je travaille avec des freelances aussi pour déléguer un minimum. Tout ça, tout seul sur les épaules, en fait. Et le mois de septembre a été horrible. Franchement, je passais mon temps assis sur ma chaise à bosser. Ouais, fin septembre, début octobre, c'est là où je me suis dit, ok, je peux plus gérer les 2 projets. Je peux plus gérer Shape Room et l'agence. On a priorisé un. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pris le temps pour moi. J'ai pris 1 ou 2 semaines où j'ai vraiment pris du recul. J'avais lancé mon bootcamp. Ok, il y a 4 clients, c'est déjà ça, c'est cool. L'agence, elle est là, elle tourne un minimum. Voilà. Mais l'agence, pareil, à ce moment-là, on avait perdu des clients et tout. C'était compliqué quand même. Oui, c'est que les deux, en fait, d'un point de vue conjoncturel, sont arrivés en même temps. Ok. Ah ouais, mais comme souvent. Comme souvent. Ouais. Les emmerdes, voilà, en escadrille, machin, t'as tout qui te tombe dessus en même temps. Et du coup, comment t'as fait pour t'en sortir? Et peut-être c'est le conseil final pour celles et ceux qui nous écoutent, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter aussi ces montagnes russes du solopreneur? On sait qu'on est dans la bonne direction. On sait que demain, ça va payer, on va être bien. Mais c'est dur quand même, ces passages-là. On se sent seul, on se sent un peu surmené, on est éparpillé. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, Nico? Ce qui m'a vraiment aidé, c'est sur plusieurs steps, mais step 1, c'est genre arrêter. Enfin, stop. Prendre le temps pour soi. Ouais. Relever la tête, regarder vers là où on va, parce que souvent, quand on est dans des phases comme ça, on a la tête dans le guidon, la tête baissée, on avance, on est là sur des steps très très proches, tu vois, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, ou l'objectif du fin de mois qui était le lancement. Donc là, c'était de 4 jours par semaine, je travaille, 3 jours de week-end, je prends le temps, je vais à la plage, je fais du surf ou quoi que ce soit, parce que prendre le temps pour soi, c'est aussi prendre le temps pour son business, en fait. Pour moi, j'estime que quand tu fais du dev perso, tu fais du dev pro aussi, en fait, tu vois. Non, mais c'est vrai. Donc c'est ça, et puis j'ai fait plein d'exercices un peu mindset aussi, sur la vision, le pourquoi, le why, plein de choses comme ça. Et en fait, c'est des choses qui font du bien, et qui te permettent d'être plus aligné, parce qu'il y a des moments comme ça où tu te désalignes, pour je ne sais quelle raison. Donc moi, ça a été vraiment un truc c'était game changer, quoi. C'était vraiment le step numéro 1. Et ensuite, le step 2, suite à ça, donc tu te reconnectes un peu à ton corps, à ton intuition, c'est de prendre des décisions radicales. Donc là, ça a été, ok, bah l'agence, je peux plus la gérer, en fait. Et donc, la freelance avec qui je bossais, en l'occurrence, il y avait 2 freelances, je leur ai dit, écoutez, bah moi, j'ai envie de bosser avec vous, qu'on puisse potentiellement s'associer. Et moi, je peux plus gérer ça tout seul, j'ai besoin de au moins une personne avec qui je peux m'associer, qui peut gérer le projet à 100%, tu vois. Ça a été une grosse décision, parce que bah j'avais jamais fait ça auparavant, vraiment. Et ça a été la meilleure décision possible, en fait. Et, donc, step 1, prendre le temps, prendre du recul, faire moins. Franchement, ce qui est pas facile, parce que ouais, t'as tendance à surcharger la mule à ce moment-là. Mais c'est ça, mais c'est un peu la loi de Pareto, le 80-20, en fait. Hein. C'est ce truc-là, faire moins pour avancer mieux et plus vite, en fait. Je me suis rendu compte que, en fait, le chemin le plus rapide, c'était le chemin le plus long, entre guillemets. Et après, prendre des décisions radicales, et puis, bien s'entourer. Hein. J'ai de la chance, du coup, de bosser avec 2 bons freelances à ce moment-là, avec qui je me suis associé maintenant. Donc, Ambre et Lucas, si j'ai bien regardé cette vidéo, franchement, sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui. Hein. Ouais. Non, franchement. Les équipes de l'ombre des solopreneurs. C'est ça. Bon, ben merci beaucoup, Nico, d'avoir partagé avec toute la franchise qui te caractérise, tes chiffres, tes jalons, etc. Et puis, bah voilà, racontez-nous si vous aussi, vous avez un projet de scalabilité. Où est-ce qu'on peut te suivre un peu pour t'encourager? Bah, partout. Partout, je suis partout. Ta chaîne, elle s'appelle comment? Nicolas Shape Room. Ok.
Mon podcast s'appelle L'Appel du Large, Ok. que j'ai renommé très récemment, dans lequel j'ai 2 piliers de contenu. Il y en a un qui est un peu plus introspectif, on parle du courage, de la liberté, on remet en question la société. Je me base sur des lectures, sur mon expérience et sur ce que je fais aussi en coaching, coaching mindset et tout. Et j'ai un autre pilier de contenu où je parle de comment on se lance en tant que média buyer. Ok. Ça, c'est ce que je fais sur YouTube et sur l'Appel du Large. Et sinon, après, c'est pareil sur Instagram, Nicolas Sheiproum, LinkedIn, Nicolas Dorfman, voilà. Bon, trop bien. Un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Bah oui, écoute, tu sais que c'est marrant, je pose la même question à mes invités. Là, je suis dans cette position, c'est pas facile comme question. C'est pas facile. Moi, Ouais. attends, je me prépare pour quand on fera l'épisode ensemble. Non, mais le petit mot de la fin, franchement, après tout ce qu'on vient de se dire là à la fin, prenez le temps pour vous, en fait. C'est, je pense, le meilleur asset qu'on a, c'est notre cerveau, notre corps. Ouais. Et en fait, quand tout va bien, quand on est en bonne santé, on a des dizaines de problèmes. Et quand on est en mauvaise santé, on n'a qu'un seul problème, c'est nous, c'est notre corps. Donc prenez soin de vous. Écoute, c'est magnifique. Et moi, je voulais te dire bravo. Parce que je suis hyper fière de tout le chemin que tu as parcouru. Depuis le tout début, les prémices de Sheiproum, moi, que j'ai connu quand tu étais dans le bootcamp solopreneur. Donc, merci beaucoup d'être venu nous raconter le moment d'après. Parce que voilà, quand on passe dans le bootcamp, on lance. Et puis après, on va faire fructifier tout ça. Et j'ai trop hâte de suivre la suite. Et quand tu seras à 50K par mois, tu viendras m'expliquer comment on fait. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis, merci à toi pour le bootcamp. Et puis, pour tout le suivi et tout ce que tu fais aussi. Hein. Trop bien. Merci. À très bientôt dans les autres épisodes du board. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, ce moment analyse. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut les solos.